15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Lancement officiel du réseau de recherche international pour la Grande Muraille Verte, une cérémonie qui a été présidée par le Premier ministre. Et faire de la mer du Nord le plus grand espace de production électrique offshore. Voilà pour les titres, bonjour à tous. 39 ressortissants djiboutiens, majoritairement des étudiants évacués du Soudan, sont arrivés donc hier soir à l'aéroport international d'Ambouli à bord d'un avion de la compagnie nationale Air Djibouti. Il s'agit donc du deuxième avion qui avait donc 38 personnes à son bord. Au total, 85 ressortissants djiboutiens ont été évacués depuis la capitale soudanaise en passant par la frontière éthiopienne avant que la compagnie nationale Air Djibouti assure leur déplacement depuis l'Éthiopie. Accueillis sur le tarmac de l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf et l'ambassadeur de Djibouti à Khartoum, Issa Khair Roblé. Les ressortissants évacués ont remercié le président de la République et son gouvernement pour leurs efforts cruciaux déployés dans les opérations d'évacuation. L'évacuation de ces ressortissants intervient plus d'une semaine après le début de combats à Khartoum et dans d'autres villes du Soudan entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Ces affrontements ont causé la mort de plus de 400 personnes selon un bilan provisoire de l'OMS. Écoutons pour plus de précision l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne. On voit des sentiments de patriotisme, n'est-ce pas, surgir et surtout le lien entre le leadership d'un pays et son peuple se manifeste dans ces circonstances difficiles. J'aimerais vraiment leur souhaiter la bienvenue. Je sais qu'ils ont dû laisser beaucoup de choses derrière eux, mais la situation va s'améliorer. Et vous aurez certainement l'occasion de rentrer et de repartir pour poursuivre vos études. Et nous ferons en sorte que l'ambassade, le gouvernement, puisse vous aider à reprendre vos études. Et les opérations de rapatriement des ressortissants étrangers se poursuivent en République de Djibouti. Une semaine après le début de combats au Soudan, près de 200 ressortissants européens et d'autres nationalités évacuées du Soudan ont atterri à Djibouti hier, a annoncé les autorités du port de Djibouti. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et plusieurs autres pays ont également commencé à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique. Hier soir, des ressortissants suédois et grecs ont atterri à l'aéroport international de Djibouti en présence du ministre des Affaires étrangères djiboutien et de son homologue grec, ce dernier témoignant au micro de la RTD sa satisfaction et sa reconnaissance envers les autorités de Djibouti. J'exprime ma satisfaction et mes remerciements à l'endroit du gouvernement djiboutien pour son rôle dans les opérations d'évacuation, a-t-il indiqué. Djibouti, un grand partenaire de l'Union européenne, notamment la Grèce, a fait savoir. Le ministre des Affaires étrangères grec, la République de Djibouti est un pays connu de la communauté internationale pour ses multiples efforts de préservation de la paix, d'accueil des réfugiés et pays de passage des ressortissants étrangers vivant dans les zones de conflit dans la région. Et concernant la situation au Soudan, un fragile cessez-le-feu de 72 heures a débuté hier à minuit, poursuite donc des évacuations. Un cessez-le-feu de 72 heures conclu au Soudan entre les belligérants sous l'égide des États-Unis est officiellement entré en vigueur ce soir, donc en mardi, après 10 jours de combat qui ont fait plusieurs centaines de morts et provoqué un exode massif. L'armée et les paramilitaires ont confirmé le cessez-le-feu, mais on ignore encore si le combat a cessé dans la capitale Khartoum. Depuis plusieurs jours, les belligérants avaient déjà annoncé accepter des pauses avant de s'accuser l'un l'autre d'avoir brisé la trêve. Washington dit travailler à la mise en place d'une commission chargée de négocier une cessation permanente des hostilités au Soudan. Durant cette période, les États-Unis s'attendent à ce que l'armée soudanaise et les FSR respectent pleinement et immédiatement ce cessez-le-feu, a prévenu le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Explosions, raids aériens et tirs n'ont pas cessé depuis le 15 avril à Khartoum, poussant à l'exode des milliers d'habitants de la capitale plongés dans le chaos. Ceux qui ne peuvent s'enfuir tentent de survivre, privés d'eau et d'électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures d'Internet et de téléphone. Les combats ont déjà fait plus de 427 morts et 3700 blessés selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.
En nouvelle nationale, à présent, sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est tenue ce matin au Djibouti Palace Kempinski la cérémonie du lancement du réseau de recherche internationale de la Grande Muraille Verte. Le réseau de recherche internationale Reset GMV est une plateforme de recherche et d'expertise scientifique pour la gestion durable de terres et des territoires de la Grande Muraille Verte. La cérémonie a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, des cadres, des hauts responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du CERD, des ONG donc, ainsi que des représentants de 7 pays par lesquels passe la Muraille Verte, composée des scientifiques et délégués du département chargé de la mise en œuvre de la Muraille Verte. Et dans son intervention, le directeur général du Centre d'études et de recherche de Djibouti, Jalaluddin Mohamed, a témoigné que la constitution de ce réseau de recherche internationale contribuera à la mise en œuvre du projet africain de la Muraille Verte. Réunis pour le lancement de ce réseau, Reset GMV, réseau de recherche internationale, une initiative, je dirais, ô combien indispensable et qui arrive vraiment à point nommé de l'IRD et de ses partenaires du Sud, dont nous faisons partie. Lorsqu'on évoque la Grande Muraille Verte, la GMV, souvent une multitude de chiffres, de graphiques et de cartes nous traversent l'esprit, mais on sait aussi malheureusement que dans la réalité, il s'agit de véritables drames vécus sur le terrain par une population innombrable et plus largement par l'ensemble de la biodiversité de cette partie de l'Afrique. Une région immense et extraordinaire du Sahel et du Sahara, au sud du Sahara, qui relie l'Afrique occidentale au Sénégal à l'Afrique orientale, ici à Djibouti, chez nous, où nous nous trouvons. Effectivement, mesdames et messieurs, une population rurale subissant la pauvreté et pour qui la terre est la principale source de vie, sinon de survie. Les pratiques inadaptées de la gestion des terres agricoles ayant conduit à leur dégradation, la variabilité des précipitations, la coupe de bois, le surpâturage, l'évolution démographique, tous ces facteurs, mais aussi les impacts des changements climatiques, ont entraîné l'avancée de la désertification dans cette région du Sahel. Depuis le début du siècle dernier, dans ces régions arides et semi-arides, le désert a progressé de 10%, faisant parfois disparaître des villages entiers avec toutes leurs activités sociales, économiques et environnementales. Écoutons également l'intervention du président directeur général de l'IRD. La Grande Muraille Verte, ça n'est pas simplement une initiative de reforestation en bordure du désert. Il s'agit pour nous tous d'assurer la sécurité alimentaire des populations et pour cela de parvenir vraiment à une gestion durable, et ça a été dit par mon prédécesseur, à une gestion durable des écosystèmes, des ressources en eau, des ressources biologiques, et puis de développer des activités et des revenus pour les populations, notamment les populations rurales, améliorer aussi les conditions sanitaires, et je pense aussi à tout ce qui est lié aussi à la déforestation et l'impact sur les maladies et les zoonoses, et puis de lutter donc contre la grande pauvreté. Donc, dès le démarrage de cette Grande Muraille Verte qui remonte, vous le savez, à 2010, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, était au rendez-vous avec un certain nombre d'actions, de recherche, de formation. On a mis en place des dispositifs, des laboratoires mixtes internationaux, des observatoires, des jeunes équipes qui sont associées à l'IRD, sur des enjeux qui sont absolument centraux sur la grande zone de la Grande Muraille Verte, sur le climat, sur la santé des plantes, sur les systèmes alimentaires durables et en agroécologie. C'est tout heureux que ce présent atelier puisse regrouper des acteurs clés de la Grande Muraille Verte afin de mettre en branle une forte séquence de discussions multi-acteurs favorables à la mobilisation des scientifiques et l'émergence de projets transdisciplinaires pour l'atteinte des objectifs de cette grande ambition de l'Afrique. Excellences, Mesdames, Messieurs, sur la trajectoire 2030 des objectifs du développement durable,
et l'atteinte de la vision de l'initiative Grande Muraille Verte, un plan d'investissement prioritaire décennal 2021-2030 qui constitue le document de planification sur la seconde décennie de mise en œuvre de la Grande Muraille Verte a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement. Ce plan d'investissement donne à l'initiative Grande Muraille Verte une dimension multisectorielle, écosystémique et inclusive. De ce fait, une coalition nationale solide autour de tous les secteurs et acteurs concernés est indispensable pour une large concertation de tous les maillons afin d'améliorer l'apport de la science pour relever les défis liés à la dégradation des terres, au changement climatique et à la perte de la biodiversité. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui a présidé donc cette cérémonie, a conclu les interventions. Je me réjouis pleinement de cette initiative de mise en place d'un réseau international de recherche de la Grande Muraille Verte pour échanger sur les questions scientifiques, bien sûr, dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte et des réponses adéquates et durables. C'est d'ailleurs avec beaucoup de fierté que nous avions accueilli à Djibouti cette initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte lancée en 2007. Cette initiative ambitieuse pour trouver une solution durable à la problématique de la désertification et améliorer les conditions de vie des populations qui y vivent est fort louable. Concrètement, elle concerne 11 pays et vise d'ici 2030 à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées sur une longueur environ de 8000 km de long allant de Dakar à Djibouti. Nous sommes conscients des difficultés et des défis que pose une telle entreprise face au changement climatique, coupe de bois, le surpâturage et les mauvaises pratiques de gestion des terres. C'est pourquoi nous pensons que la mobilisation de tous les acteurs, décideurs politiques, chercheurs, communautés locales et sociétés civiles est de la plus grande importance pour que des solutions locales soient apportées à des problèmes globaux. La mobilisation de communautés locales est une composante clé pour garantir la durabilité du projet. Cette mobilisation communautaire passe nécessairement par la sensibilisation, la formation et la mise à disposition des moyens matériels pour réussir la ceinture végétale et son entretien pour lutter contre la désertification et atténuer les effets des changements climatiques. Je porte également une attention particulière à sa valorisation pour allier les intérêts écologiques avec les intérêts économiques et contribuer à l'amélioration et conditions de vie des communautés vivant le long de cette ceinture. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr, la suite de notre journal, c'est dans quelques instants. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Actualité nationale toujours, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé la cérémonie d'ouverture d'un atelier de dialogue stratégique sur les ressources éducatives libres au Palais du Peuple. Les secrétaires généraux des commissions nationales de l'UNESCO de Djibouti et du Sénégal et la directrice générale du CRIPEN et de nombreux cadres et responsables du MENFOP ont pris part à la cérémonie d'ouverture qui a démarré par le mot du secrétaire général de la commission nationale de l'UNESCO à Djibouti, Mohamed Moussayabe. L'occasion pour lui de définir les ressources éducatives comme étant l'ensemble des matériels donc, ou supports conçus à des fins éducatives comme les cours, les fiches pédagogiques, les contenus de formation, les guides ou tout autre matériel en lien avec l'acte d'enseigner ou le geste d'apprendre. Son homologue sénégalais a indiqué de son côté que le projet de ressources éducatives libres a été conçu et financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'UNESCO et
l'Institut français en vue d'améliorer les acquis d'apprentissage des élèves. De son côté, la directrice générale du CRIPEN, Roda Mohamoud, a mis en lumière les ressources éducatives développées par le MENFOP, à savoir le curricula, les manuels scolaires, des livrets d'activités, les guides pédagogiques, les planches murales, les annales, les albums de jeunesse, les CD, les cours télévisés, autant de supports didactiques et pédagogiques, physiques ou numériques, individuels ou collectifs, utilisés dans un contexte d'apprentissage permettant de véhiculer et de transmettre des notions, de concepts et des contenus d'enseignement. Écoutons pour plus de précision l'intervention du responsable UNESCO de Dakar. Les ressources éducatives libres offrent la possibilité d'élargir l'accès à l'éducation à tous les niveaux, d'améliorer la rentabilité et la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Elles fournissent au gouvernement une opportunité stratégique d'encourager l'inclusion et la démocratisation de la connaissance en élargissant l'accès, d'augmenter la qualité et l'efficience des systèmes éducatifs et de promouvoir les innovations. L'atelier auquel nous participerons sur ces 3 jours a pour objectif principal l'appui du ministère de l'Éducation nationale à élaborer sa stratégie de production, d'accès et d'utilisation des ressources éducatives libres. C'est le lieu de remercier une fois de plus Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, pour les efforts déjà consentis dans la structuration de son département en confiant au CRIPEN des missions claires dans la production et la diffusion des ressources éducatives, dont les ressources éducatives libres. Ce projet a été initié en 2020 et cible 15 pays pour l'activité axée sur les stratégies de production et de diffusion des ressources éducatives, l'intégration des REL dans les stratégies de production et de diffusion des ressources éducatives. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud, a souligné que cet atelier visait à faciliter l'amélioration significative de l'accès des élèves des établissements scolaires à des ressources éducatives nombreuses, variées et libres. On écoute le ministre. Je suis très heureux de lancer ce matin les travaux de l'atelier des dialogues stratégiques sur les ressources éducatives libres. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle saisit cette opportunité pour améliorer davantage l'accès à ce type de ressources, améliorer la qualité des ressources en favorisant bien sûr le partage, la diffusion, pour mettre à disposition des enseignants et des professionnels de l'éducation des supports riches et diversifiés. Cette volonté de mettre le focus et l'accent sur la qualité des enseignements-apprentissages a été une fois de plus confirmée dans notre schéma directeur 2021-2035 et dans le plan d'action 2021-2025. Or, le développement des ressources éducatives libres, leur amélioration constante, leur partage et la mutualisation de ces données sont aussi un levier stratégique qui permet l'inclusion et la démocratisation du savoir. Un élève, un manuel par discipline est largement dépassé dans notre pays. C'est donc grâce à la volonté politique et grâce à des efforts considérables qui ont été donc fournis tant sur le plan financier, sur le plan technique et pédagogique. Les CRIPEN et l'inspection générale ont joué un rôle central dans l'autonomisation éditoriale de notre système éducatif. Donc, c'est une fierté de dire aujourd'hui, du préscolaire à la classe de terminale, nos élèves utilisent des outils et des supports variés, contextualisés et de qualité, illustrant bien sûr des programmes nationaux, conçus par des experts nationaux, répondant aux aspirations de notre peuple et à ses spécificités socio-culturelles, et ouvrant ainsi aussi, bien sûr, nos élèves au monde et à l'interculturalité. Depuis quelques années, nous avons amorcé aussi une phase de digitalisation des contenus pédagogiques disponibles et qui renforce quelque part nos supports et les rend plus interactifs, bien sûr, plus riches, plus adaptés aux besoins et habitudes
et habitudes de l'élève d'aujourd'hui. Et pour plus de précisions concernant cet atelier de dialogue stratégique sur les ressources éducatives libres, avec nous sur ce plateau, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, M. Mohamed Moussa Yabé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous qui êtes membre responsable, un des responsables de l'UNESCO pour la branche Djibouti, quels sont, selon vous, les objectifs de cet atelier de 3 jours et quels sont également les partenaires qui vous ont appuyé durant ce long processus? Merci Ahmed. C'est vrai, aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé cet atelier de dialogue stratégique sur les ressources éducatives libres. Cet atelier va se poursuivre jusqu'à jeudi prochain. Donc, durant 3 jours, les participants vont réfléchir à des pistes pour faire en sorte que nos élèves, les enseignants, les concepteurs des contenus pédagogiques, les formateurs, bref, tous les professionnels de l'éducation aient accès facilement à des ressources éducatives libres. Mais justement, pour clarifier ce concept, je dois passer par d'abord définir ce qu'on appelle des ressources éducatives. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le ministère de l'Éducation nationale, à travers les CREPEN, a beaucoup travaillé sur les ressources éducatives. On entend par ressources éducatives tous les supports qu'on met à la disposition des élèves, des enseignants et des concepteurs, des formateurs à des fins éducatives. Donc, depuis une vingtaine d'années, les CREPEN travaillent sur les ressources éducatives. Maintenant, nous passons à une seconde phase. Comment faire en sorte de créer, de concevoir, de partager, de distribuer des ressources éducatives libres. Libres dans le sens où libres de droit. Donc pour nous, c'est une manière d'offrir plus de support à nos élèves parce que plus nous sommes convaincus que plus nos élèves auront des supports supplémentaires, plus nous allons atteindre l'amélioration des performances scolaires que nous attendons. Nous sommes convaincus aussi si nos enseignants ont plus de support et l'acte pédagogique va être beaucoup plus intéressant. Donc, nous sommes en plein axe de la qualité parce que ces dernières années, le ministère a mis les focus sur l'axe qualité des enseignements-apprentissages. Donc, tout ça pour vous dire tout simplement que nous travaillons, nous faisons en sorte que nos élèves puissent avoir des meilleures notes, des meilleures performances. Quels sont les résultats? C'est ça, les plus importants. Maintenant, comme partenaire, nous avons bien sûr l'UNESCO et l'AFD. Comme vous le savez, l'UNESCO travaille sur 3 domaines, je vais dire les 3 domaines les plus importants de la vie, l'éducation, les sciences et la culture, et le volet éducation, et je pense un des volets les plus importants pour l'UNESCO. Et ce travail aussi, l'AFD collabore avec nous et même a financé le projet. Merci donc pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO. Merci pour toutes ces précisions. Et peut-on donc brièvement revenir sur les résultats attendus, grosso modo, à l'issue de cet atelier de 3 jours? D'accord, merci. Et à l'issue de cet atelier, d'abord, dans un premier temps, nous espérons que les participants auront une compréhension commune du concept. C'est important. Ensuite, nous voulons, durant les 3 jours, sensibiliser tous les acteurs du secteur de l'éducation parce que l'éducation, ce n'est pas simplement le ministère de l'éducation, c'est aussi l'enseignement supérieur. Donc nous voulons sensibiliser tous les acteurs pour faire en sorte que ces acteurs-là puissent produire, créer, mais surtout partager les ressources parce que nous voulons que nos élèves en profitent. Enfin, nous voulons qu'à l'issue de cet atelier, nous puissions déjà dégager les jalons, bien les bases d'une future stratégie nationale sur les ressources éducatives libres. Parce qu'il faut que nous ayons notre propre stratégie. Une fois qu'elle sera élaborée, il y aura, en tout cas à la fin de cet atelier, nous aurons peut-être les bases de cette stratégie. Une semaine plus tard, nous devons élaborer la dite stratégie et à l'avenir, Inch'Allah, la mettre en œuvre. Merci à vous pour toutes ces précisions. C'était donc le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, M. Mohamed Moussa Yabé.
Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédé, a reçu en audience aujourd'hui dans son cabinet une importante délégation économique autrichienne en visite de travail dans notre pays. Introduite auprès du ministre par l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Yassine Hussein Doualé, la dite délégation comprend en effet l'ambassadrice d'Autriche en Éthiopie, le nouveau consul honoraire de Djibouti en Autriche, ainsi que les hommes d'affaires autrichiens intervenant dans le domaine de l'énergie. Les échanges entre le ministre et ses hôtes ont porté essentiellement sur l'identification des possibilités de coopération en matière énergétique entre Djibouti et Vienne. En nouvelles du monde à présent, faire de la mer Noire le plus grand espace de production électrique offshore. Tel était donc le thème du deuxième sommet de la mer du Nord qui s'est tenu à Ostende. Accélérer le développement des éoliennes en mer du Nord pour faire de cet espace maritime la plus grande usine de production au monde. C'est l'objectif ambitieux des 9 pays européens réunis hier dans le port belge d'Ostende. Cette zone produit actuellement 30 gigawatts d'électricité. Le but est d'augmenter d'ici 2030 la production à 120 gigawatts et à 300 gigawatts en 2050. Les dirigeants présents ont tous souligné la nécessité de renforcer l'autonomie énergétique de l'Europe. Le défi reste le financement et la réalisation de ces projets. D'un côté, la Chine domine actuellement la chaîne d'approvisionnement des composés critiques comme les batteries. De l'autre côté, les États-Unis subventionnent largement les investissements pour s'approprier le secteur. Ce sommet de la mer du Nord est le deuxième du genre. 4 pays, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, avaient inaugurer ce nouvel espace de collaboration avant donc de l'ouvrir cette année à d'autres participants. Cette zone maritime bénéficie d'eau peu profonde, ce qui facilite l'installation en grand nombre d'éoliennes. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.